CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La Santé Demain, une émission qui donne la parole aux acteurs de la santé, de la médecine en général et de la santé au naturel en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler d'hôtes très encombrants, de colonisation de parasites qui malheureusement ne sont pas assez prises en compte et qui pourtant font le lit de très nombreuses pathologies courantes impliquées dans les maladies chroniques en passant par les maladies auto-immunes jusqu'au cancer. Nous allons rentrer dans le monde des parasites, des vers qui investissent, se déplacent et migrent à travers tous nos organes, pas seulement à travers nos intestins. Ils pullulent dans notre corps, souvent à notre insu. Et pour faire le point sur ce fléau, j'ai le plaisir d'accueillir l'expert en parasitologie, le professeur Philippe Imbert. Bonjour. Bonjour Gilles, merci de votre invitation. Avec plaisir. Vous êtes professeur en dermatologie, spécialiste de dermatologie clinique, d'immunologie et d'oncologie cutanée. Vous êtes auteur de plus de 300 publications scientifiques et vous avez contribué au développement de la biophysique et de l'ingénierie cutanée. Vous avez présidé plusieurs sociétés internationales en dermatologie et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont Les parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps aux éditions Trédaniel. Il fut un temps où on déparasitait les enfants. Dès l'instant où ils se sentaient mal, qu'ils avaient des troubles du comportement, on pensait tout de suite aux parasites, ça fonctionnait. Qu'en est-il aujourd'hui? Parce qu'apparemment, on a perdu cette manière de traiter les gens. On a perdu cette façon, en effet, de s'occuper des enfants, déjà, tout d'abord. Et je me souviens de ma maman qui disait à mon frère, à moi-même, il faut que je vous déparasite parce qu'elle trouvait qu'on était un petit peu excités ou peut-être même tout petit avions-nous fait pipi au lit. Parce que c'est une manifestation des parasites. Aujourd'hui, on surprend en parlant de parasites. Beaucoup de personnes ne connaissent pas cela et même le corps médical ne connaît pas et va même jusqu'à dire « mais les parasites, il n'y en a plus, c'est terminé ». Oui, mais ça c'est affolant, ça veut dire qu'il fut un temps il y en avait et aujourd'hui il n'y en a plus. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Je crois qu'on a trop fait confiance à la société hygiéniste. On pense que parce que tout est contrôlé, il est vrai qu'il y a des services vétérinaires fantastiques qui surveillent la viande de nos animaux, mais et puis qu'il y a toutes ces méthodes de prévention, de précaution, eh bien non, on passe à côté des parasites, malheureusement. On le voit très significativement dans la plupart des pathologies. Aujourd'hui, grâce à vous et d'autres acteurs, ça se sait. Et lorsqu'on a le regard sur cette infestation de vers, on ne peut que se rendre compte que 80% des gens qui ont des pathologies chroniques, par exemple, sont hyper infestés. Oui, 80, ça peut paraître beaucoup, mais c'est la vérité, c'est repris par beaucoup de personnes épidémiologistes. Et puis un grand parasitologue, le professeur Lapierre, dans un livre que tous les étudiants en médecine ont eu, écrivait cela. Il faut que les médecins se rendent compte que 80% de leurs patients sont parasités. Donc en fait, c'est une, comment pourrais-je dire, une science qui est sortie de la médecine. Oui, parce qu'elle n'est pas très enseignée. Vous savez, on enseigne la parasitologie en 3e année de médecine, bien avant que le jeune médecin ne rentre dans la clinique et n'examine les patients. Et puis, dans les services hospitaliers, il est bien rare que l'on ait des patients qui viennent pour des parasitoses. Cependant, dans un service de médecine interne, là où j'ai fait la plupart de mes stages, bien évidemment, nous évoquions ces maladies graves, anguillules, ankylostomes, qui peuvent même faire mourir des personnes, tout simplement parce que 30 ans avant, elles avaient marché sur une plage en Guadeloupe ou Martinique. C'est ça, donc en fait, vous parlez de parasitose avérée, mais dans les 80% des patients qui sont touchés par les parasites, c'est non avéré avec tout un tas de symptômes qu'on va voir à côté. Mais avant d'évoquer ces symptômes, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée un peu exotique que les parasites, c'est pour les pays tropicaux, ailleurs, mais pas ici parce qu'on a des grandes normes d'hygiène? C'est vrai, tout à fait, ça fait... On pense à l'Afrique, on pense à l'Amérique du Sud, mais la France, on oublie. Mais nous avons nos propres parasites, même curieux. L'ascaris, toute la famille des ascaris. Et puis, il y a un parasite sur lequel j'ai consacré une dizaine d'articles scientifiques, la toxocarose. C'est notre petite anguillule à nous, mais qui vit en Franche-Comté, qui vit dans la région bordelaise et partout en France, si bien que 5% de la population
a été en contact avec ce parasite. Directement, donc ça se retransmet, j'imagine? Ça se retransmet par les mains. Ouais. En effet, nos animaux sont parasités pour 30% d'entre eux, les chiens, les chats. Donc vous avez un chien qui n'est pas parasité. Il va faire un tour dans la nature, il renifle des crottes d'autres chiens. Il avale des œufs qui se retrouvent dans son intestin, il va développer l'ascaris du chien. Ce chien va faire des crottes et nos enfants vont aller jouer dans le bac à sable, vont mettre les mains par terre, là où c'était propre d'apparence, et vont apporter ces œufs dans leur bouche. Et là, ce n'est pas un ver complet qui va se développer, c'est une larve. Le ver ne peut pas se développer chez nous, êtres humains. Et que fait cette larve? Elle ne pense qu'à une chose, c'est quitter l'intestin pour circuler partout. Et c'est là où apparaissent les maladies. Maladie de la toxocarose, une des premières causes urticaires chroniques, des troubles cérébraux, parfois épilepsie, des asthmes, etc. Alors c'est intéressant parce que là vous venez d'évoquer que finalement les vers quittent le milieu intestinal, parce qu'on fait le raccourci. Vers intestinaux, ça se passe que dans les intestins, mais si je comprends bien, en fait, il y a une migration colossale dans le corps. Colossal, et je pourrais presque dire que c'est la plupart du temps le cas. Les parasites veulent sortir. Et il y a quelque chose que j'ai apporté de par mon expérience clinique, de voir énormément de malades. Ça permet de constituer un socle de données. J'ai découvert que pour que les larves sortent, il faut que vous ayez un leaky gut, un intestin poreux. C'est ça. Et que même pour certains parasites, ça veut dire que vous avez même une maladie de Crohn, rendez-vous compte. Une Mickey, mais pas du gros intestin, du petit intestin. Alors ça, c'est compliqué peut-être à percevoir pour beaucoup de personnes qui sont pas initiées. Le leaky gut, c'est l'intestin poreux, plus ou moins avéré, donc ça donne des troubles intestinaux. Et là, vous parlez de maladie de Crohn. La plupart du temps, en fait, elle est diagnostiquée quand elle est réellement pseudo-avérée, mais elle est souvent à bas bruit. Du coup. Exactement, C'est ça, vous le avez tout problème. à fait raison. C'est souvent des symptômes apparemment bénins. Anodin, c'est ça. Douleur, diarrhée, glaire, etc. Mais nous avons des marqueurs biologiques. Et puis le traitement qui fait la preuve souvent de l'efficacité. Donc il y a plus de maladies de Crohn qu'on croit. Ah oui. Et si on parle du leaky gut, vous dites pour les personnes qui ont les intestins poreux, de base, ils sont affectés par des vers. Exactement. Et d'ailleurs, on retrouve ce parallélisme entre les personnes qui se démangent, qui se grattent, puisque c'est la première manifestation des parasites, et puis le fait qu'ils ont des troubles intestinaux, diarrhée, ballonnement, gaz, parfois même des douleurs à type de coup de poignard. Merci beaucoup, docteur Imbert, pour ces explications. On vous rejoint tout de suite, mais pour l'heure, il est temps de rejoindre le docteur Jean-Christophe Charrier pour la chronique chronique. Docteur Jean-Christophe Charrier, bonjour. Bonjour Gilles Goncalves, bonjour aux auditeurs. Très heureux de vous retrouver. Et on va parler de quoi cette semaine? Je vais vous endormir dans cette chronique. Allons-y, à 3 tu dors. Donc, pardon, je vais vous parler du coquelicot. Ah, il a un petit nom latin, j'imagine. Ouais. J'y tiens, moi, le petit nom latin. Papaver roeas. Magnifique. Voilà, qui calme bien les petites toux sèches que je viens d'avoir, justement. Donc c'est lui qui m'interpelle. Pour Jean-Christophe. Et puis je vais vous parler d'une autre plante qui est la spirulodorante. D'accord. Asperula odorata, là c'est facile à retenir. Ah ouais. Donc 2 plantes pour passer de bonnes nuits et avoir une bonne circulation. Donc, vous avez parlé de propriétés sédatives, d'endormissement. On commence par le coquelicot? Ouais. Le coquelicot est un hypnotique, il est de la famille des pavots. Hein, c'est un papaver, beaucoup moins puissant que le pavot. Il va favoriser l'expression du parasympathique pour rentrer dans le sommeil. Alors il a son petit cousin qui vient de Californie, qui est l'Eschscholzia californica, voilà, et qui était présent dans le calumet de la paix. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Apparemment. Oui, ben on comprend pourquoi après c'est Voilà, le calumet de il la était paix, apaisé. du coup. Et la grande différence, c'est que le coquelicot lui stimule le parasympathique, alors que l'Eschscholzia freine le parasympathique. D'accord. Donc, c'est 2 plantes hypnotiques qu'on va utiliser chez 2 terrains différents. Ah oui, Voilà. tout à fait, oui. Expliquez-nous. Alors, j'aime bien le coquelicot parce que c'est une des rares plantes qui fait aussi du drainage lymphatique. Donc, il va faire drainer le liquide extracellulaire qu'il y a dans nos jambes en particulier et qui a du mal à remonter. Donc, déjà, le fait d'être allongé pendant la nuit, ça fait du bien. Mettre des petites cales sous les pieds de votre lit au niveau de vos pieds, ben ça permet de ce drainage. Mais si en plus vous prenez du coquelicot, ça va améliorer ça. Oui, le problème lymphatique qui concerne énormément de monde. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien lui associer la spirulodorante, qui, elle, est une plante sédative centrale. Donc, elle améliore la qualité du sommeil. Le coquelicot vous fait rentrer dans le sommeil, la spirulodorante vous fait faire un sommeil profond.
Et cette aspirine odorante, elle améliore la circulation veineuse. En plus. Donc avec ces 2 plantes, on a un drainage véno-lymphatique. Et pour toutes les personnes qui ont des jambes lourdes et qui ont souvent des crampes en début de nuit, eh bien, ce sont les plantes idéales. Et comment on les prend, ces plantes? Eh ben, on va les prendre soit en tisane, soit en teinture mère, soit en extrait fluide. Magnifique. Merci beaucoup, docteur Jean-Christophe Charrier, pour ces explications. On peut vous retrouver sur votre site institut-endobiogénie.fr et bien sûr, toutes les semaines, pendant notre chronique. CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien. Présente Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. De retour avec le professeur Philippe Imbert. Cher professeur, j'aimerais qu'on évoque la parasitose chez les enfants. Comment ça se manifeste? Alors chez les enfants, ça peut être tout simplement un enfant qui est un petit peu énervé, excité, voire même, vous savez, on parle de TDAH, et donc des comportements trop vifs de ces enfants. Mais ces enfants ont aussi des démangeaisons. Il faut pas oublier, et souvent l'enfant dit « je me gratte la zigounette », vous savez, expression Bien sûr. caractéristique, ça, il faut penser au verre. Ça peut être devant, comme ça peut être derrière, au niveau de l'anus. Donc il y a déjà ces formes de prurite, donc la gratouille. La gratouille. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes? Alors, sur chez la les peau, enfants, il y a peut-être 2 signes qui sont très importants. Allez-y. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, mettez dans un livre que j'ai fait il y a 4 ans, qui s'appelle « Avez-vous un bon médecin ?» J'explique comment je me souviens de ce livre. Oui, comment un médecin peut trouver un plaisir nouveau à consulter. Bien, par exemple, vous voyez un enfant qui a des dartres. Oui. C'est cucu de s'occuper des dartres. Ou cet enfant qui a des verrues. Bon, on va se dire, on va encore gratter, brûler, etc. Mais non, il y a de l'intérêt, parce que ces 2 situations expriment qu'il y a des parasites intestinaux. Parce que les verrues, le papillomavirus, son développement est associé à la présence de vers. Et les dartres, il a été démontré qu'une fois sur 2, il y a des Vous voulez parasites. expliquer ce que sont les dartres? Les dartres, vous savez, c'est ce qu'on appelle médicalement les eczématides acromiantes. C'est une plaque de peau sèche, blanche, et qui peut être rouge à un moment donné. Et c'est très désagréable parce que c'est persistant. Et quand vous avez ça sur le visage, on ne sait pas ce que vous avez. On vous met des corticoïdes, on vous met de la crème hydratante, mais allons chercher des petits signes de la parasitose. Là, il faut vraiment être très fort, parce qu'entre une plaque rouge et une autre plaque rouge, si on n'est pas initié à la parasitose, effectivement, on peut prendre ça pour de l'examen simple et passer à côté de la cause, qui sont les vers intestinaux. Les vers. Alors comment on va s'en apercevoir à ce moment-là? Ce que je fais, c'est que je regarde les prises de sang des 10-15 dernières années, et sur une de ces prises de sang, on va voir une augmentation du nombre de certains globules blancs, les éosinophiles. Donc, tout le monde doit garder ses prises de sang le plus longtemps possible, parce que ça peut nous renseigner. Donc finalement, quand on va chez vous, ou si on s'intéresse aux parasites, il faut reprendre tous les documents et voir si ces éosinophiles, par exemple, sont augmentés, puis peut-être les gamma-GT en même temps, je crois. Les gamma-GT, c'est tout à fait vrai. Les marqueurs du foie. Exactement. Marqueur d'une cholestase qu'on va voir dans pas mal de parasitoses, ne serait-ce que l'échinococcose, le kystidatique, mais également la fameuse toxocarose. Et pourquoi? Parce qu'ils investissent le foie? Oui, ils investissent le foie. Et ils vont entraîner une réaction qu'on appelle une cholestase. C'est ça. Donc c'est extrêmement intéressant pour nous aujourd'hui de bien comprendre que les vers intestinaux ne devraient pas s'appeler intestinaux. Ah oui, tout à fait raison. Et d'ailleurs, il y a même un ver dont on parle peu, c'est la douve. La douve du foie. Bien entendu, la douve du foie, augmenter les enzymes du foie. Est-ce que vous pourriez nous tracer un petit parcours typique de certains vers à travers le corps? Oui. Alors prenons les vers les plus simples qui appartiennent à la famille des helminthes, les vers ronds. Ascaris, par exemple. Ascaris. Prenons un ascaris. Donc vous avalez des œufs d'ascaris, ils rentrent dans votre corps, ils se transforment en larves. Ces larves vont avoir pour objet de quitter l'intestin. Donc elles vont profiter de l'espace entre les cellules, du leaky gut, ou de la petite maladie inflammatoire. Donc on comprend ici, en faisant une petite parenthèse, pourquoi les personnes qui ont de la porosité intestinale sont plus infestées que les autres, puisque la maille intestinale laisse passer ces vers. Parasite. Et c'est même parfois par le parasite qu'on va découvrir que ces personnes ont un intestin poreux. Parce qu'ils ont ces parasites. Donc cette larve sort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par le foie, donc il peut se passer des événements biologiques transitoires. Puis elle monte dans le poumon. Et dans le poumon, il va se passer une pneumopathie interstitielle. Les personnes vont tousser pendant 3 semaines. On ne saura pas pourquoi. Souvent, elles sont hospitalisées. J'avais une pneumonie, mais on n'a pas trouvé la cause. Et puis ce parasite va sortir par la trachée, il va arriver dans la bouche.
Et dans la bouche, que va-t-il faire? Normalement, il redescend dans l'ésophage pour reprendre son cycle, devenir un adulte. Bien, imaginez, plusieurs de mes patients ont vu sortir la larve de la bouche parce que elle n'a pas fait le trajet par l'intestin. Et ceci les a paniqués. D'autres, au moment où ils se mouchaient, a vu sortir une énorme larve qui était montée dans les fosses nasales. Eh bien, une de mes patientes s'est vue convoquée devant le juge parce qu'on a cru qu'elle déraillait, qu'elle racontait des histoires et on ne voulait plus qu'elle s'occupe de ses enfants. C'est terrible. Rendez-vous compte, c'est terrible. Donc en fait, vous décrivez que bon nombre de tableaux de problèmes respiratoires sont liés aux parasites, probablement peut-être des formes d'asthme. Exactement, des formes d'asthme. On appelle ça le syndrome de Leffler. On a même porté des noms. Mais qui prononce aujourd'hui ce syndrome de Leffler? Il faut qu'il y ait de la toux. Quand quelqu'un tousse de façon chronique, pensons parasite. Il y a énormément de parasites. Avoir une radio pulmonaire qui montre un infiltré interstitiel et puis l'augmentation des éosinophiles. Probablement aussi les allergies sont des signes de parasites. Bien sûr. Ça, ce que vous dites est très important. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que plus vous avez de parasites, plus vous allez faire des allergies. Allergies alimentaires, allergies respiratoires. Quand vous traitez les parasites, les personnes vous disent « mais je ne mouche plus, je n'éternue plus ». Et c'est logique. Les parasites suscitent le système immunoglobuline E, qui sont ceux des allergies, qui sont les anticorps d'allergie. Et d'ailleurs, ces anticorps, quand on les dose, le laboratoire les classe dans l'allergologie. Alors que non, on les cherche parce que c'est des anticorps contre des parasites, maladies infectieuses. Mais non, ces anticorps créent aussi de l'allergie, et donc les allergies respiratoires ou alimentaires. Et oui, c'est un vrai masterclass oui. aujourd'hui en peu de temps. Du coup, j'aimerais qu'on passe des enfants aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de syndromes féminins qui sont liés aux parasites. Ah oui, et je crois qu'il y a des livres qui parlent des errances médicales chez la femme, parce que la femme a des particularités. Lorsque vous avez une femme qui fait des cystites et des mycoses tous les mois, eh bien, je me suis intéressé à ces fameuses analyses d'urine. Et je regarde les analyses d'urine, il n'y a pas de signe de cystite, pas de signe infectieux, pas de globules blancs en nombre suffisant, pas de bactéries comme on devrait l'avoir. Et je dis à ces femmes, ce ne sont pas des cystites, des fausses cystites. Je regarde les prises de sang, je vois des éosinophiles. Je dis donc, c'est lié aux parasites. Et grâce à cela, nous avons pu déterminer que les fausses cystites chez la femme étaient dues aux parasites. Et les mycoses, ce ne sont pas des vraies mycoses. Les mycoses, c'est rouge, c'est particulier. Là, ce sont des démangeaisons avec des glaires. Eh bien, ces fausses mycoses sont dues aux parasites. Et quand vous traitez ces femmes qui font tous les mois des cystites et des mycoses, elles n'en feront plus. Et ça, c'est important. Mais ces parasites ont d'autres conséquences chez la femme. Et lesquelles, par exemple? Lesquelles? Eh bien, le développement du papillomavirus. Des chercheurs ont montré que le papillomavirus, des verrues ou des dysplasies du col de l'utérus, des condylomes génitaux, tant chez l'homme que chez la femme, ces virus sont amplifiés par les parasites. Et donc, fort heureusement, des femmes qui m'ont écrit en me disant « Docteur, après avoir traité les parasites, mon frottis s'est négativé. » C'est une expérience, mais je pense qu'il faut observer cela et peut-être qu'on en verra beaucoup plus. Deuxième maladie infectieuse, c'est toujours des maladies virales, c'est l'herpès. Mais pas seulement virale d'ailleurs, il y a des maladies bactériennes. Donc l'herpès... Qui est extrêmement courant. Très courant. Faites votre bouton de fièvre. Ou alors le pire, l'herpès génital. Si on a la chance, en traitant les parasites qui sont en place, de voir disparaître cet herpès, quelle chance. Je me posais la question de savoir pourquoi il y a un monde qui réfute la parasitose en se reposant sur le fait qu'il n'y ait rien dans les examens des selles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il n'y a rien souvent dans les examens des selles? Oui, c'est la clé. Souvent, cette réflexion, je n'ai pas trouvé de parasite, donc il n'y a pas. Est-ce que lorsque je vais à la pêche et que je reviens sans poisson, je dis il n'y a pas de poisson dans le lac? Non, il y a d'autres façons de savoir qu'il y a des poissons dans le lac. De petits nuages de moustiques, des petites bulles, etc. Eh bien, il y a d'autres façons de savoir que votre intestin est envahi de parasites. Notamment, eh bien, ce sont les glaires, parfois dans les selles, les démangeaisons anales, tous les signes dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, on n'a pas besoin de preuves absolues. Et en médecine, c'est la grandeur de la médecine, c'est de pouvoir mettre en relation des symptômes de la sémiologie, nous en parlions effectivement tout à l'heure, et des maladies avérées. Et est-ce que, par exemple, ces parasites ne seraient pas collés aussi aux muqueuses et par l'incidence de naviguer partout dans le corps, seraient de fait moins présents dans les selles?
Vous avez tout à fait raison et je suis très heureux que vous le disiez puisque c'était ma réflexion. Ouais. Personne ne l'a dit, personne ne l'a écrit, mais j'ai supposé que si on ne trouve pas les vers dans les selles, c'est parce qu'ils sont collés à la paroi. Cette paroi est gluante, collante, et à l'instar du papier tue-mouche, eh bien les vers vont se coller. Voilà, donc vous appuyez sur d'autres examens biologiques et les signes cliniques pour déterminer qu'il y a des parasites. On a parlé des helminthes. Est-ce qu'on peut parler d'autres classes de parasites? Oui, alors il y a les vers plats, cette fois qu'on appelle les platelmintes. Platelmintes. Alors ceux-ci, ça fait partie des ténias. Ouais. Et puis on a les trématodes, c'est la douve du foie. Alors les ténias, c'est inquiétant. Donc Ouais. on les attrape soit en mangeant des fraises des bois après que le renard ou d'autres animaux de petite taille est venu frotter son derrière à ce niveau-là et a déposé des œufs de ténia. Ça, c'est l'échinococcose alvéolaire. Donc, nous en avons beaucoup en Franche-Comté. Donc, c'est un parasite qui va rentrer par l'intestin, qui va sortir, qui va aller envahir le foie et le détruire. Et comment ça se traite tout ça finalement? Alors, ce platelminthe, on a le kystidatique à côté, eh bien, ça se traite avec des médicaments. Malheureusement, ces médicaments n'ont pas l'autorisation de mise sur le marché pour ce type de parasite. C'est le praziquantel, très bonne molécule, Ouais. qui va tuer les ténias, et l'albendazole, L'albendazole qui est quand même assez répandu. qui traite tout, lui, pratiquement, mais tout dépend de la quantité et de la durée du traitement et de l'espacement entre deux cures. C'est-à-dire que si vous avez des oxyures, les plus petits vers qu'on trouve au niveau de l'anus, il faut garder 15 jours d'espacement. D'accord. Donc on a des solutions et puis je vous invite à lire le livre du professeur Philippe Imbert qui est capital, je pense, en termes de santé. Et quant à nous, chers auditeurs, je vous retrouve dimanche prochain dans La Santé Demain à 15h30. Merci. Sud Radio, la santé demain, Gilles Goncalves. Vous a été présenté par CEM-vivant.com pour mieux vivre avec les ondes électromagnétiques de notre quotidien.